Bienvenue au cours sur la météorologie pour pilotes privés, leçon 1, partie 2. Dans ce cours, nous allons parler plus en détail de la pression atmosphérique. Les molécules d'air sont affectées par la gravité au même titre qu'un objet ou un corps. Ainsi, on peut dire que l'air a un poids. Une colonne d'air verticale de 1 cm² qui s'étend dans toute l'atmosphère exerce à la surface de la Terre une pression que l'on appelle la pression atmosphérique. Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise principalement le baromètre à mercure ou le baromètre anéroïde. Le baromètre à mercure date du XVIIe siècle et fut inventé par le célèbre physicien italien Evangelista Torricelli. Ce baromètre fonctionne sur le principe d'un tube en verre d'une longueur de 1 mètre fermé à une extrémité et rempli de mercure. On le retourne ensuite dans un réservoir du même liquide et le niveau de mercure dans le tube va s'ajuster en fonction de la pression atmosphérique. Si la pression augmente, l'air exerce une pression plus importante sur le réservoir et le niveau dans le tube va augmenter. L'inverse est vrai si la pression diminue. Le baromètre anéroïde a été inventé au XIXe siècle par Lucien Vidier, puis repris par Eugène Bourdon. Il fonctionne sur le principe de plusieurs capsules métalliques hermétiques et superposées dans lesquelles il y a quasiment le vide d'air. La pression atmosphérique va exercer une pression plus ou moins grande sur les capsules, ce qui va, au moyen d'un petit mécanisme, être représenté sur une échelle. C'est ce type de baromètre qui est utilisé dans l'altimètre d'un aéronef. Dans une colonne d'eau, la pression exercée par le fluide va diminuer de façon linéaire à mesure que l'on remonte. Dans une colonne d'air, cette diminution est exponentielle. Rappelons qu'un liquide n'est pas compressible tandis qu'un gaz l'est. La diminution exponentielle du poids de l'air dans la colonne s'explique par le fait que les couches d'air supérieures compressent, de par leur poids, les couches inférieures. Dans la troposphère, la pression atmosphérique est de 1013,25 hectopascales en conditions ISA au niveau de la mer. Comme nous venons de le voir, la pression diminue de façon exponentielle avec l'altitude. Ainsi, à 5500 mètres, la pression atmosphérique n'est plus que de 500 hectopascales environ et à 11 000 mètres de 250 hectopascales. Comme nous le savons, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Ainsi, lorsqu'on est presque au niveau de la mer, la pression diminue d'environ 1 hectopascal pour 8 mètres, soit 27 pieds. À 5500 mètres, cette diminution de 1 hectopascal correspond à 15 mètres. Pour les calculs d'altitude-pression, on utilise généralement la règle des 1 hectopascal égale 27 pieds. Afin de pouvoir comparer les mesures de pression d'air de plusieurs stations se trouvant à des altitudes différentes, il faut recalculer ces valeurs pour pouvoir les ramener à une altitude commune. Ainsi, on distingue la pression mesurée à l'endroit de la station, appelée QFE, qui représente le poids de la colonne d'air A. Pour pouvoir calculer la pression au niveau de la mer, il faut ajouter le poids de la colonne B, qui se trouve entre le niveau de la mer et la station de mesure. Le poids de la colonne d'air dépend de la température de l'air, c'est-à-dire que plus il fait chaud et plus légère sera la colonne d'air. Si l'on veut ramener la pression au niveau de la mer, il faut donc connaître la température de la colonne B. Pour cela, on prend la température à la station de mesure, c'est-à-dire à l'endroit du QFE, et on ajoute la valeur de 0,65 degrés Celsius par 100 mètres que l'on descend jusqu'à arriver au niveau de la mer. On obtient ainsi le QFF. La carte de surface donne un aperçu de la pression atmosphérique ramenée à celle au niveau de la mer, c'est-à-dire le QFF. Elle couvre une large étendue comme sur l'image affichée où on peut y voir l'Europe entière. Cette carte est le résultat d'une compilation de centaines de stations de mesure. Ces mesures sont faites au même moment dans toutes les stations du monde entier, soit aux 3 heures. En Europe, il y a environ 400 stations de mesure. Les zones de même pression sont reliées entre elles par un trait que l'on appelle isobare. Les isobars sont en principe espacés de 5 hectopascales. Concrètement, cette carte permet un aperçu rapide de la situation météorologique qui prévaut et aussi une estimation de la direction ainsi que de la vitesse du vent. Sur une carte des pressions atmosphériques, un système de haute pression est représenté par la lettre H.
un système de basse pression sera identifié par la lettre L pour low en anglais, T pour tief en allemand et B pour bas en français. Une région autour d'un système de haute pression où les isobars sont allongés d'un côté s'appelle une dorsale anticyclonique. Le même phénomène, mais autour d'un système dépressionnaire, s'appelle un creux barométrique. Si deux systèmes dépressionnaires se trouvent côte à côte, il se crée un couloir dépressionnaire. Et enfin, si deux systèmes dépressionnaires et deux systèmes de haute pression se trouvent vis-à-vis, comme sur la carte affichée, on verra se former un col. Afin de pouvoir représenter la distribution de la pression atmosphérique en altitude, il a fallu développer la carte d'altitude. À la différence d'une carte de surface qui montre différentes pressions au niveau de la mer, une carte d'altitude fait référence à une pression donnée, par exemple 500 hectopascales. On relie ensuite entre eux les points où l'altitude est la même par des traits que l'on appelle isohypses. Les altitudes sont mesurées avec des radiosondes et indiquées en mètres géopotentiels en tenant compte de l'aplatissement de la Terre et la latitude géographique. En soi, cette carte représente la topographie d'une pression atmosphérique. Ce type de carte est édité 2 fois par jour, basé sur le radiosondage effectué à minuit UTC et à 12 heures UTC. Elles existent pour des pressions de 850, 700, 500, 300, 200 et 100 hectopascales. Le terme ISO est utilisé pour des valeurs qui sont identiques. Sur cette carte, on peut y voir des isothermes, qui représentent des lignes d'égale température, des isotaques, c'est-à-dire des lignes où le vent souffle à la même vitesse, et des isohypses, qui sont des lignes d'égale altitude. Voici un exemple de carte de surface. Il est intéressant de relever le système dépressionnaire très actif qui se trouve au sud du Groenland, qui amène un front chaud et un front froid, avec un début d'occlusion proche du centre. Notons également le système de haute pression situé au nord-ouest de l'Espagne, qui tend à préserver le centre de l'Europe du mauvais temps. Le diagramme que voici montre la distance verticale entre la surface des 1000 hectopascales et des 850 hectopascales. Lorsqu'il n'y a pas de variation de température horizontale, la distance verticale h entre les surfaces est égale. Notons également qu'au-dessus d'un anticyclone au sol se trouve un anticyclone d'altitude. Il en va de même pour une dépression ou cyclone au sol. L'air chaud contenu dans la colonne A représente un certain volume. Si on refroidit cet air, son volume va diminuer comme on peut le voir dans la colonne B. Pour cette raison, la colonne d'air B est moins haute que la colonne d'air A, bien que la pression à la base des deux colonnes soit identique. On peut donc dire que la pression diminue plus vite avec l'altitude dans la colonne B que dans la colonne A, ce qui se traduit concrètement par une diminution de l'altitude barométrique plus rapide dans la colonne B. Le QNH se calcule en prenant le QFE, c'est-à-dire la pression de la colonne A, en y ajoutant la pression entre le niveau de la mer et la station de mesure, soit la colonne B. La pression de la colonne B se calcule toujours selon ISA, et elle est par conséquent identique pour une station fixe à un endroit donné. À la différence du QNH, le QFF tient compte de la température réelle et non pas selon ISA pour la pression de la colonne d'air se trouvant entre le niveau de la mer et la station de mesure. Si la température réelle de l'air est inférieure à ISA, la colonne d'air B est plus froide que la colonne d'air C, et le QFF sera par conséquent supérieur au QNH. Prenons maintenant le cas où la température réelle de l'air est supérieure à ISA. La colonne d'air B est plus chaude que la colonne d'air C et le QFF sera cette fois inférieur au QNH. C'était Météorologie pour pilotes privés, leçon 1, partie 2. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation.